Avant qu'il y ait des empires, avant que les cartes ne tremblent sous le galop de la tempête, il n'y avait que la steppe, infinie, glaciale, impitoyable. Et de ses confins naquit un garçon abandonné par le destin, haï par les clans, mais redouté par les dieux. Son nom était Temujin, et sa colère allait façonner le monde. Le vent déchirait la plaine mongole comme une lame affûtée. Chaque rafale hurlait avec la voix des esprits anciens. L'herbe dorée frémissait sous les sabots des chevaux sauvages, et le ciel, éternel et sans pitié, surveillait tout en silence. Au cœur de ce vide immense, une petite tente de feutre tremblait sous la neige précoce. Là, naissait un enfant sous de sombres présages de guerre. Temujin vint au monde avec du sang coagulé dans la paume de la main, selon les chamans. Un signe qu'il serait maître de nombreuses morts. Son père, Yesugei, chef d'un clan respecté, sourit face à cet augure. Mais le destin, toujours impitoyable, l'arracherait trop tôt à la vie de son fils. À seulement 9 ans, Temujin chevauche aux côtés de son père en quête d'alliance politique. Il est fiancé à la jeune Berthe en gage de loyauté entre clans. Mais durant le retour, Yesugei est empoisonné par des rivaux tartares. Son corps s'assombrit, ses yeux deviennent de pierre. Ses partisans, craignant des représailles, abandonnent la veuve et ses enfants à leur sort. La mort du chef dissout la protection du nom. Le clan se disloque comme poussière emportée par le vent. La tente de la famille de Temujin est déchirée, leurs biens pillés. Mère, frère et le jeune garçon lui-même sont jetés dans l'oubli de la steppe, un lieu où même les dieux hésitent à poser le pied. Les années suivantes ne sont pas vécues, elles sont survécues. Temujin apprend à chasser les rats, à faire bouillir du cuir pour le manger, à dormir avec un œil toujours ouvert. Son frère aîné commence à voler la nourriture des plus jeunes. Un jour, lors d'une violente dispute, Temujin plante une flèche dans la poitrine de son frère. Un meurtre silencieux, sans larmes. Seul le froid en est témoin. Et là, encore enfant, le futur Khan comprend. Dans la steppe, la compassion est une faiblesse. Sa mère, Olun, transforme son deuil en acier. Elle enseigne à ses fils à tendre des pièges avec des nœuds et du silence, à lire le vent, à survivre au loup comme à l'homme. Elle-même avait été enlevée et forcée d'épouser Yesugei. Désormais, elle façonne ses enfants avec la dureté de la roche et le feu de l'humiliation. Temujin grandit, robuste, son regard s'endurcit. Ses muscles, autrefois ceux d'un enfant, reflètent désormais l'acier des nuits glacées et de la faim constante. Il rêve de chevaux rapides, de clans unis sous une seule bannière et de la destruction de ceux qui les ont laissés à l'abandon. Mais le monde n'attend pas les rêveurs. Un jour, des hommes d'un clan rival envahissent leur campement. Le jeune Temujin est capturé, réduit en esclavage, forcé de porter un collier de bois autour du cou, comme un chien. Il dort dans la boue, il mange les restes, mais il n'oublie pas. Durant une nuit silencieuse, il rampe sous la lune, jusqu'à la tente d'un vieux gardien. Avec ruse, il le convainc de le libérer. Il s'enfuit sans armes, sans nourriture, le cou ensanglanté, le vent le frappant comme des poignards. Mais il s'échappe et jure, plus jamais on ne l'enchaînera, jamais. La steppe, impitoyable envers les faibles, commence à le respecter. D'autres jeunes proscrits se rallient à lui. Un petit groupe d'exilés, de voleurs et d'enfants de la terre oubliée. Parmi eux, Temujin rencontre Jamuka, cousin éloigné, frère de sang et un jour ennemi éternel. Ils chassent ensemble, rient ensemble. Mais chaque nuit autour du feu est une leçon. Et Temujin observe, toujours observe, les alliances, les erreurs, les vanités. Et il décide, il sera le loup qui mord son propre destin. Au sud, les rumeurs commencent à circuler. Un garçon rejeté rassemble des hommes, un fils de la poussière qui a survécu à la faim, à l'esclavage, au mépris. Un nom commence à se répandre parmi les clans, non plus avec moquerie, mais avec prudence, Temujin. Ce nom n'était pas encore craint, mais il était déjà écouté avec respect. Et le monde, absorbé par ses propres guerres, ne savait pas encore. Mais la tempête était déjà montée à cheval.
Le soleil flottait bas sur la steppe comme une braise incandescente, projetant des ombres longues et tranchantes sur les collines ondulantes. Le jeune Temujin, désormais âgé d'environ 16 ans, n'était plus un enfant abandonné. Il était devenu le centre d'un groupe nomade composé de marginaux, d'exilés et de survivants comme lui. Des hommes ayant tout perdu, mais ayant trouvé en lui une nouvelle cause. Il ne portait pas de couronne, il portait la fureur. Et là où il passait, il laissait une empreinte, l'ordre au milieu des cendres du chaos. Temujin commença à imposer un nouveau code parmi ses partisans. Plus de privilèges selon la naissance. Les butins étaient partagés équitablement. Les chefs abusant de leur pouvoir étaient chassés ou exécutés. La discipline remplaça peu à peu l'instinct tribal. Ses suiveurs, autrefois des hommes libres et errants, commencèrent à se comporter comme des soldats. C'était la naissance de quelque chose d'inédit, une loyauté fondée sur le mérite, non sur la naissance. Son nom gagna en puissance. De petits clans vinrent à lui, demandant protection ou alliance. Il n'en refusait aucune, mais exigeait une fidélité absolue. Il n'y avait pas de compromis. On marchait avec lui ou on disparaissait dans la poussière. C'est alors que la politique de la steppe montra ses crocs. Jamukha, son ancien ami d'enfance, grandissait lui aussi en puissance. Mais contrairement à Temujin, Jamukha était noble de naissance, lié à l'élite traditionnelle des Mongols. Il voyait l'ascension de Temujin comme une menace contre l'ordre ancien. Lorsque Jamukha tenta d'imposer une alliance forcée, Temujin refusa. « Je ne me courbe pas devant des trônes de boue, dit-il. Je suis fils du vent, et le vent ne s'agenouille pas. » La tension explosa en guerre. Les deux factions s'affrontèrent dans les collines de Dalan Baljut. Jamukha disposait de plus d'hommes. Temujin, moins nombreux mais mieux disciplinés. La bataille fut brutale. Les arcs étincelaient comme des étoiles filantes. Les chevaux chargeaient en formation parfaite et le sang imbibait l'herbe haute. Pendant des heures, la victoire sembla possible. Mais à la fin, Temujin fut submergé. Capturé, il vit des dizaines de ses guerriers exécutés cruellement, bouillis vivants comme avertissement. Jamukha l'épargna par respect pour leur passé, mais l'humiliation était manifeste. Temujin fut libéré, blessé encore, mais avec du feu dans les yeux. Durant l'exil forcé qui suivit, il ne se cacha pas. Il recommença à zéro, rassemblant lentement de nouveaux alliés. Il visita d'anciens chefs tribaux, noua des liens avec de petits clans, promettant quelque chose que personne n'avait jamais offert auparavant dans la steppe, justice au lieu d'oppression. Et les paroles se répandirent plus vite que des flèches. Temujin n'est pas comme les autres. Il partage les butins, il punit les chefs injustes, il protège les pauvres. Tandis que Jamukha s'abritait derrière une noblesse en déclin, Temujin conquérait les cœurs de la poussière. Parmi les alliés qu'il gagna se trouvait Togrul, le khan des Kéraïtes, un chef puissant qui accepta Temujin comme fils adoptif. Grâce à cette alliance, Temujin reprit de la force. Ses armées grandirent, ses généraux émergèrent. Des hommes comme Bohorshu, Subotai et Jelmé, des guerriers légendaires en devenir. Temujin sauva également Beurte, son épouse, enlevée par un clan ennemi. Il organisa une expédition éclair et anéantit les ravisseurs. Il la ramena avec honneur. De cette union naquirent les enfants qui hériteraient d'un empire. Mais des ombres subsistaient. Togrul, autrefois allié, commença à craindre la puissance croissante de Temujin. Influencé par son fils Sengoum, Togrul rompit l'alliance et tendit une embuscade. Temujin échappa de justesse. La guerre était inévitable. Avec précision, Temujin attaqua les Kéraïtes sur deux fronts. Il utilisa le terrain à son avantage, coupa les vivres, frappa les flancs, dispersa les chevaux ennemis. En quelques jours, Togrul était mort et sa lignée éteinte. La terre chanta le nom de Temujin comme celui du vainqueur absolu. Désormais, les tribus ne se contentèrent plus de le connaître. Elles le craignaient. En l'an 1206, Temujin convoqua une grande assemblée sur les rives du fleuve Onon. Tous les chefs survivants s'y rendirent. Sous le ciel bleu éternel, avec les tambours ancestraux résonnant sur les plaines, il fut proclamé Genghis Khan, le souverain universel. Il n'y avait plus de Temujin. Il y avait désormais la tempête faite homme, et le monde
encore endormi derrière les murailles de ces cités, ne savait pas qu'il était déjà perdu. Les plaines tremblaient sous 1000 sabots. La poussière s'élevait comme un voile devant le soleil. Le ciel de Mongolie, désormais parsemé d'étendards noirs, portant le symbole du tonnerre, annonçait la naissance d'un nouveau type de guerre. Genghis Khan, fraîchement proclamé, ne regardait pas vers l'ouest, où l'or tentait. Il regardait vers l'est, vers la Chine. Au loin, la grande muraille serpentait l'horizon comme une cicatrice dans le monde. C'était le symbole d'un ordre millénaire, d'une culture se croyant invincible. Mais pour Genghis, ce n'était que de la pierre. Et la pierre se brise. La Chine était divisée. Au nord, l'empire Jin, puissant, sophistiqué, mais rongé par les intrigues internes et le mépris des barbares du nord. Au sud, les Song, trop éloignés pour intervenir. Entre eux, les tribus mongoles grandissaient comme des braises dans du foin sec. Genghis n'attaqua pas immédiatement. Il étudia, observa. Des espions furent envoyés, des marchands furent soudoyés. Des informations affluaient vers son camp comme des veines apportant du sang au cœur de la guerre. Puis, le premier coup tomba. En 1211, avec une armée de près de 90 000 hommes, disciplinés, loyaux, divisés en dizaines, centaines et myriades, Genghis franchit les montagnes Yin. Un océan de cavalerie éclair, léger, rapide, mortel. Il ne venait pas avec des murailles, mais avec le mouvement, pas avec des rituels, mais avec la terreur. Les forteresses frontalières s'effondrèrent sous l'assaut mongol. Les généraux Jin sous-estimèrent les barbares. Ils riaient des arcs composés, des petits chevaux. Ils riaient, jusqu'à ce que les premières villes brûlent. Les Mongols combattaient comme personne n'avait jamais vu. Ils attaquaient la nuit, utilisaient la fumée pour désorienter, simulaient la retraite pour attirer l'ennemi dans des pièges, ne laissaient rien derrière eux, ni survivants, ni espoir. Genghis Khan ordonnait que chaque ville conquise serve d'exemple. Celles qui résistaient étaient exterminées. Femmes et enfants inclus, pas par cruauté gratuite, mais par stratégie. La terreur maîtrisée était son arme la plus tranchante. Quand la ville de Datong résista pendant des jours, ses habitants espéraient la clémence à la reddition. Ils n'eurent que le silence, suivi du massacre. Le message était clair, rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Mais tout n'était pas sang. Genghis était brutal envers ses ennemis, mais visionnaire envers les utiles. Artisans, médecins, forgerons, astronomes étaient épargnés et envoyés vers son centre de pouvoir pour intégrer un nouvel empire en formation. Il ne suffisait pas de conquérir, il fallait absorber. Durant la campagne, Genghis forma son conseil de guerre, un cercle restreint de généraux comme Subotai, un génie de la logistique et de la stratégie, et Gébé, l'archer invincible qui avait failli tuer le Khan lui-même des années plus tôt, mais qui fut pardonné et devint l'un de ses bras droits. Ensemble, ils ne faisaient pas que combattre, ils pensaient, ils déplaçaient leurs armées comme des pièces sur un échiquier. Utilisaient des réseaux de messagers à cheval couvrant des centaines de kilomètres par jour, créaient des routes sûres avec des garnisons tournantes. C'était comme si l'Empire existait déjà avant même d'être proclamé. L'empereur Jin, dans sa cour dorée, comprit enfin le danger. Il envoya des armées colossales, mais ses généraux étaient divisés. L'un tomba dans une embuscade en traversant un défilé. Un autre fut trahi par ses propres troupes, achetées par les Mongols. Genghis ne gaspillait jamais la loyauté, mais n'oubliait jamais les trahisons. Les clans chinois qui l'aidaient étaient récompensés. Mais s'il reculait, il disparaissait. Un cas emblématique fut la ville de Zhongdu, aujourd'hui connue sous le nom de Pékin. Cernée pendant des mois, elle se défendit vaillamment. Quand les provisions s'épuisèrent, chiens et rats disparurent des rues. Les familles mangeaient le cuir des portes. Puis, les portes s'ouvrirent. Genghis entra, silencieux, sans triomphe. Il regarda la ville avec des yeux de pierre et ordonna « Laissez la moitié vivre, ils raconteront ce que c'est que de rencontrer le Khan ». Ce fut la seule fois que la terreur fut accompagnée de clémence, car la leçon avait déjà été apprise. À la fin de la campagne, le nord de la Chine était un cimetière de villes silencieuses et de provinces réorganisées. L'empire Jin avait été brisé comme du bambou sec.
et le nom Genghis Khan commença à être murmuré par l'ennemi et à hanter les cauchemars des royaumes encore non conquis. Mais il n'avait pas terminé. La muraille était tombée. Désormais, il voulait le monde. Le ciel de Mongolie était clair, mais dans le cœur de Genghis Khan, un nuage se formait. Après avoir écrasé l'empire Jin et dominé le nord de la Chine, le Khan regarda vers l'ouest, vers l'empire khwarezmien, un vaste territoire de forteresses, de déserts et de routes commerciales s'étendant de la mer Caspienne jusqu'en Afghanistan. Un empire fier, islamique, gouverné par le Shah Ala ad-Din Muhammad, riche, stratégique, puissant, mais surtout arrogant. Genghis Khan ne voulait pas la guerre, pas encore. Il voyait dans l'empire khwarezmien une opportunité d'alliance, ou du moins de coexistence. En 1218, il envoya une caravane de marchands, escortés par des diplomates, portant des cadeaux et des lettres de paix. Mais le Shah, empli de mépris, arrêta les émissaires, les accusa d'espionnage et, pire, exécuta les marchands. Pour Genghis, ce n'était pas seulement une insulte, c'était une violation sacrée. Les diplomates sont les messagers des dieux. Et tuer un messager, c'est creuser sa propre tombe. Le Khan ne répondit pas par d'autres lettres, il répondit par le feu. En 1219, une force mongole d'environ 200 000 hommes, la plus grande jamais rassemblée sous son commandement, commença à avancer comme un fleuve impétueux. La stratégie était impitoyable, diviser les forces, attaquer simultanément plusieurs villes et briser la colonne vertébrale de l'Empire en quelques mois. Suboté et Jebé avancèrent au nord. Togatei marcha au centre. Genghis mena le noyau, balayant le cœur perse. Les villes de l'Empire khwarezmien tombèrent une à une. Otrar, où les émissaires furent tués, fut rasé. Ses habitants exécutés, ses murailles abattues pierre par pierre. Boukhara, riche en culture et en foi, résista peu. Quand Genghis entra dans la ville, il monta au pupitre de la mosquée centrale, regarda les imams et dit « Si vous adoriez votre Dieu avec la même foi que vous me craignez maintenant, il aurait sauvé cette ville. » Samarcande, le joyau de l'Empire, résista 2 semaines avant de se rendre. Les généraux et nobles locaux furent rassemblés et utilisés comme boucliers humains lors de l'attaque suivante. Le Shah fuyait désespérément, abandonnant ville après ville, traversant des rivières, brûlant les ponts, laissant son peuple à son sort. Il fut poursuivi jusqu'à une île dans la mer Caspienne où il mourut de fièvre, seul, sans honneur, sans trône. Mais Genghis n'avait pas fini. Il envoya Subotai et Jebé plus loin, bien au-delà du Caucase, pour explorer les confins de l'Europe. Ils vainquirent des armées russes et géorgiennes, étudièrent le mode de vie de l'Occident et revinrent avec des informations précieuses. La guerre contre les Khwarezmiens n'était pas seulement une vengeance, c'était un laboratoire. Genghis testa de nouvelles stratégies, réseaux de communication, logistique en zone montagneuse, résistance aux climats extrêmes. Il découvrit que ses armées pouvaient combattre dans les déserts, forêts, montagnes, neige ou sable. Et partout où il passait, il laissait une marque. Ville qui résiste, ville détruite, ville qui se rend, ville épargnée. Simple, cruelle, efficace. Avec l'Empire anéanti, Genghis laissa des gouverneurs mongols dans les villes clés, respecta les religions locales, mais imposa des tribus, des lois, une surveillance et des routes commerciales sûres. Il avait fait plus que conquérir. Il avait façonné la guerre comme un instrument d'ordre. Et quand il revint en Mongolie, monté sur son cheval gris, couvert de poussière et de gloire, les steppes s'inclinèrent en silence. Voilà qu'il était là, un fils rejeté, un exilé devenu souverain universel. Le marteau des dieux, forgé dans le feu, la stratégie et la brutalité. Mais il manquait encore quelque chose. Genghis n'était pas un conquérant rassasié. Il ne voulait pas seulement des victoires, il voulait l'immortalité. Et pour cela, il fallait que le monde entier connaisse son nom. La poussière de la guerre s'était posée. Mais au lieu de célébrer, Genghis Khan entreprit quelque chose de plus profond, de plus dangereux.
Il ne voulait pas être seulement rappelé comme l'acier qui déchira les royaumes. Il voulait être l'architecte d'un nouvel ordre mondial. Dans les vastes plaines d'Asie centrale, ce qui n'était qu'un mosaïque de tribus, rivaux, clans et empires, commença à devenir un seul corps. Non par l'épée, mais par la loi. En l'an 1220, le Khan convoqua les principaux chefs tribaux, généraux et conseillers à un conseil appelé Kurultai. Sur les collines sacrées de l'Onon, au son du vent et des hennissements des chevaux, naquit le Yassa, le code de loi qui gouvernerait non seulement les guerriers, mais aussi les vaincus. Des règles sévères, immuables, transmises oralement et appliquées sans pitié. Vol, punition, mort, mensonge délibéré, mort, désobéissance au chef, également mort. Mais le Yassa n'était pas seulement répressif, il promouvait le méritocrate, la discipline, la loyauté absolue et le respect de la diversité religieuse. À une époque d'intolérance, Genghis Khan autorisait la coexistence de musulmans, chrétiens, bouddhistes, chamans et juifs dans son empire, à condition qu'ils paient tribut et n'osent pas défier son autorité. Il disait « Les guerres finissent, la peur, non. L'ordre, encore moins. » Pour garantir que cet ordre s'étende, le Khan mit en place un réseau de communication sans précédent. Des stations de messagers à cheval, appelées Yam, furent installées sur tout le territoire conquis. Tous les 40 kilomètres, un cheval reposé attendait. Un système capable de transmettre un message de Mongolie à la mer Caspienne en quelques jours. C'était l'Internet du Moyen-Âge. Le propre Genghis supervisait ce système, exigeant des rapports hebdomadaires, des exécutions rapides en cas de corruption et des récompenses généreuses pour ceux qui accomplissaient leurs devoirs. En outre, il réorganisa son armée comme une machine impersonnelle mais mortelle. Groupe de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes, tous dirigés par des chefs choisis pour leur mérite, non leur noblesse. Chaque homme savait que son échec pouvait condamner tout le groupe. La responsabilité était collective, la gloire aussi. La structure n'était pas seulement militaire, elle était économique. Les Mongols prirent le contrôle et protégèrent les routes de la soie. Marchands arabes, chinois, perses et européens pouvaient désormais voyager en sécurité de Bagdad à Pékin, à condition de respecter l'autorité mongole et de payer les impôts fixés. Ce système fut appelé Pax Mongolica, la paix mongole. C'était une paix conquise par la force, mais réelle. Et pour la première fois depuis des siècles, des civilisations autrefois isolées se reconnectaient. Dans les villes conquises, Genghis envoyait des artisans, savants et ingénieurs capturés pour revitaliser les centres de savoir. À Samarcande, l'ébénisterie chinoise se mêlait à l'architecture perse. À Karakorum, la nouvelle capitale, on construisait un palais où les cartes du monde entier étaient fréquemment mises à jour, comme si l'Empire était un organisme vivant. Mais même là, entre cartes et traités, le Khan gardait l'âme d'un guerrier. Il ne s'habitua jamais au luxe. Il dormait dans des tentes, mangeait de la viande séchée, chevauchait des jours durant. Il était un empereur, nomade. Pendant ce temps, ses épouses, car Genghis en avait plusieurs, selon la coutume, gouvernaient des provinces lointaines en son nom. Sa fille Altani, par exemple, était crainte et respectée comme commandante de forces auxiliaires, tandis que sa mère Oelun agissait comme conseillère spirituelle et politique. Même ses fils étaient mis à l'épreuve. Ögödei, son héritier favori, dut mener des campagnes par mérite, non par sang. Jochi, son aîné, vivait sous le soupçon de ne pas être légitime, mais reçut tout de même de vastes terres à l'ouest, entre les Ourals et la Volga. Avec son empire en expansion et une administration solide, Genghis savait que la guerre l'avait rendu redouté. Mais c'était l'ordre qui le rendrait éternel. Dans le silence de la nuit, sur les steppes glacées, le vieux Khan contemplait le ciel et disait à Subbotai « Un empire peut être vaste comme l'horizon, mais s'il n'a pas de loi, ce ne sera que poussière emportée par le vent. » Subbotai acquiesçait en silence, regardant les cartes encore incomplètes. Car le Khan rêvait déjà de nouveaux objectifs, et parmi les vents qui soufflaient de l'ouest, arrivaient des rumeurs de royaumes riches, fiers et innocents.
L'empire de Genghis Khan s'étendait déjà des forêts de Sibérie au désert de Perse, des Himalayas à la mer Caspienne. Mais le Khan n'était pas un homme de limite. Là où d'autres voyaient des frontières, il voyait des défis. Et aux confins de son domaine, l'Occident tremblait sans le savoir. En l'an 1221, Genghis réunit ses généraux les plus fidèles. Subotai, le maître de la logistique et des manœuvres impossibles, et Geb, l'éclair des steppes. Il leur donna une mission secrète et audacieuse: explorer, détruire et rapporter. Destination, le Caucase et au-delà. Ils marchèrent avec seulement 20 000 guerriers, une armée petite selon les standards mongols, mais entraînée comme aucune autre force vivante. Ils traversèrent le nord de l'Iran, franchirent les montagnes du Caucase comme des ombres, et affrontèrent des tribus alanes, géorgiennes et koumanes, les vainquant en rapide succession. Les chefs locaux, face à la brutalité silencieuse des envahisseurs, formèrent des coalitions improvisées. Une armée combinée de Koumans et de Russes marcha pour les affronter. Ce fut une erreur fatale. À la bataille du fleuve Khalkha en 1223, les généraux mongols feignirent la retraite pendant 9 jours, entraînant leurs ennemis dans une poursuite continue. Quand les Russes épuisés traversèrent le fleuve, les Mongols se retournèrent avec une vitesse surnaturelle et les encerclèrent totalement. Ce fut un massacre. Les princes russes capturés furent tués lentement, écrasés sous des planches, tandis que les Mongols festoyaient sur leur corps. Le message était clair: aucun royaume du monde n'était hors de portée du Khan. Pendant que Subotai et Jebbe exploraient les confins de l'Ouest, Genghis restait à l'Est, consolidant son pouvoir. Mais même à des milliers de kilomètres, sa présence se faisait sentir. Le monde commençait à parler d'un nom avec une crainte révérencieuse: Tchinguis, le fléau de Dieu. En Transoxiane, où régnait autrefois le désordre, les gouverneurs mongols imposaient une justice rapide et brutale. Les marchés prospéraient sous protection armée. Les routes commerciales devenaient les veines d'un empire croissant, et le tribut coulait comme des rivières d'argent vers Karakorum. Des villes comme Nishapur, qui s'étaient rebellées, furent effacées de la carte avec une fureur symbolique. Après la mort d'un gendre du Khan, les Mongols envahirent la ville et tuèrent tous les habitants. Les estimations parlent jusqu'à 100 000 morts. Les têtes furent empilées en pyramides comme souvenir éternel de ce qui arrive aux traîtres. Et pourtant, au milieu du sang, il y avait de la structure, un service postal, des lois fixes, la tolérance religieuse, la sécurité sur les routes et une monnaie acceptée de la mer Jaune à la mer Caspienne. Tout fonctionnait comme les rouages d'une machine vaste et invisible. Mais le vieux Khan savait, des structures solides ne suffisent pas si la mémoire est courte. Il fallait continuer d'avancer. Sur la plaine mongole, tandis que l'hiver soufflait du givre sur les tentes du pouvoir, Genghis convoqua un nouveau Kurultai. Ses fils furent appelés. Là, la carte fut redessinée. Jochi recevrait les terres de l'Ouest, de la Sibérie à la Volga. Chagatai gouvernerait l'Asie centrale. Ögedei, le favori, assumerait la future direction de l'Empire. Tolui, le plus farouche, garderait la Mongolie, le cœur spirituel de la Horde. Avec le pouvoir redistribué, Genghis pouvait désormais regarder le monde et dire, avec raison, « Il n'y a aucune terre que je désire et que je ne puisse prendre. » Mais quelque chose commençait à changer. Les années pesaient. Les cicatrices sur son visage étaient nombreuses, le sang versé, innombrable. Et dans la poitrine du conquérant, naissait le doute. Qui maintiendra l'Empire après moi? Ce n'était pas encore le moment d'arrêter. Mais le vent de la mortalité commençait à souffler sur les steppes, et tandis que le monde se courbait sous son nom, le vieux loup des plaines regardait l'horizon et savait, la prochaine guerre serait la plus grande de toutes. Le ciel de Mongolie s'assombrissait, pas à cause d'une tempête, mais de mauvais présages. Les chamans murmuraient que les esprits des ancêtres étaient agités. Les vents chuchotaient comme si quelque chose d'ancien touchait à sa fin. Genghis Khan, désormais âgé de plus de 60 ans, ne montrait aucune faiblesse devant ses guerriers. Monté sur son cheval noir, les cheveux argentés retenus sous son casque, les yeux toujours aussi tranchants que des flèches, il convoqua son armée une dernière fois.
Objectif, l'empire Tangut, aussi connu sous le nom de Xixia. Ce n'était pas une guerre nécessaire, c'était une guerre personnelle. Les Tangut avaient refusé d'envoyer des troupes pour aider aux campagnes précédentes. Genghis les voyait comme ingrats et insolents. Dans le code du Khan, c'était impardonnable. Ils ont osé ignorer ma parole. À présent, ils entendront ma fureur, dit-il devant ses généraux. Même affaibli par des douleurs corporelles et des nuits mal dormies, le vieux guerrier dirigea personnellement la marche. Et comme toujours, les steppes tremblèrent sous le rugissement des troupes. Villes fortifiées, murailles ancestrales, montagnes enneigées, rien n'arrêta les cavaliers du Khan. La campagne fut féroce et méthodique. Chaque forteresse conquise était laissée en ruine, chaque ville comme un tombeau. Les généraux suppliaient qu'il retourne à Karakorum, mais Genghis refusait. « Je ne suis pas venu au monde pour mourir couché ». Il avançait avec la même discipline, inspectant les formations, jugeant les déserteurs, réorganisant les lignes de ravitaillement. Même en crachant du sang, il restait en selle. Ce fut durant cette campagne que les premiers signes de la mort devinrent évidents. Fièvre, délire, moments de faiblesse où le Khan était porté par ses hommes, mais il refusait d'arrêter. Durant le siège final de la capitale Tangut, Genghis disparut 2 jours entiers. Quand il revint, il était pâle comme la neige. Il tenait dans ses mains une lance brisée et un regard glacé. La légende dit qu'il avait combattu seul contre un tigre dans les montagnes. D'autres murmurent qu'il avait affronté un esprit gardien de la terre. La vérité, il mourut intérieurement en réalisant que son corps n'obéissait plus à son âme. Pourtant, il ordonna l'assaut final. La ville tomba. Elle fut pillée, détruite. La culture Tangut fut effacée de l'histoire. Qu'aucune pierre ne reste, ni aucun nom. Ce furent ses derniers ordres connus. La nuit suivante, ils campèrent au bord d'une rivière. Et là, enveloppé de peau et de légendes, le Khan ferma les yeux pour la dernière fois. Son dernier souffle fut emporté par le vent. Personne ne l'entendit, mais tous le ressentirent. Genghis Khan, Temujin, le berger orphelin, le guerrier indomptable, l'unificateur des tribus et le fléau des royaumes, était parti, mais sa mort fut tenue secrète absolument. Pendant des mois, les généraux firent semblant que le Khan vivait encore. Les ordres étaient rédigés par des scribes en son nom. La campagne continua, et la victoire fut totale. Ce n'est qu'après la fin de la guerre que le corps fut ramené en Mongolie, sous escorte silencieuse. On dit que des milliers de chevaux piétinèrent sa tombe pour en cacher l'emplacement. On dit que ceux qui participèrent à l'enterrement furent tués pour préserver le secret. On dit que sa tombe ne sera jamais trouvée, car il n'est pas mort. Il dort seulement, dormant sous les steppes, attendant la prochaine ère de conquête. Le monde ne sut pas. Le monde ne pouvait pas savoir. La mort de Genghis Khan était un événement capable de faire tomber plus de royaumes que n'importe quelle invasion. C'est pourquoi ses généraux, Tolui, Subotai, Jebe et les autres, scellèrent un pacte de silence. Le conquérant vivait encore, du moins dans la peur qu'il inspirait. Les soldats furent instruits de ne pas pleurer, de ne pas hésiter, de ne pas questionner. Les messages continuèrent d'être envoyés en son nom. Les villes continuèrent de se rendre à son titre. Et tandis que le corps était transporté à travers plaines et vallées secrètes, enveloppées de peaux de loup et de soie noire, les héros de la guerre marchaient en avant, portant sa légende comme bannière. À Karakorum, le cœur de l'Empire, la nouvelle parvint d'abord au fils. Tolui, le plus jeune, le plus farouche, resta muet pendant des jours. Ögedei, choisi pour succéder à son père, se retira dans les montagnes en jeûne et silence. Chagatai, rigide et impatient, exigea que la succession ait lieu rapidement. Joshi, le plus éloigné et problématique, n'arriva pas à temps. Il était déjà mort des mois plus tôt, mais la tension entre lui et son père continuait d'être évoquée, même dans le silence. La cérémonie secrète d'ensevelissement eut lieu sous le ciel étoilé de Mongolie. Des archers montés encerclèrent le lieu avec des centaines de chevaux. Après la cérémonie, les fossoyeurs eux-mêmes furent tués selon la tradition. Le sol fut piétiné par 1000 sabots. Aucune pierre, aucune marque, aucun nom. Là, Temujin fut effacé et Genghis Khan devint éternel. Pendant ce temps, l'Empire respirait. Il ne stagnait pas,
Il ne reculait pas. Expansion, réorganisation, contrôle. Subboté, même vieillissant, préparait une nouvelle campagne contre l'Europe. Tolui assumait temporairement la régence, mais tous savaient, la parole finale appartiendrait à Ögödei. En Perse, au nord de la Chine, dans les vallées de Russie, les caravanes continuaient d'arriver. Le tribut ne cessait pas, la peur ne diminuait pas. La mort du Khan avait été cachée si parfaitement que même les dieux hésitèrent à l'annoncer. Et même parmi les généraux les plus fidèles, la tension montait. Un empire aussi vaste était trop difficile à contenir. Sans Genghis, qu'est-ce qui les empêcherait de se retourner les uns contre les autres? Mais le poids de la mémoire était encore trop fort. Un seul homme avait fait de la steppe un empire, et son ombre était encore trop longue pour être ignorée. Sur la plaine où il fut incinéré, disèrent les bergers, le vent change quand il passe par là. Et quand les éclairs déchiraient le ciel, les anciens chuchotaient « C'est le Khan qui chevauche de nouveau ». La légende avait surpassé l'homme. Et derrière cette légende, le monde, même sans le savoir, se préparait pour un nouveau chapitre, le couronnement d'Ögödei et la marche finale vers le cœur de l'Europe. Car l'empire de Genghis n'avait pas été créé seulement avec du sang. Il avait été façonné par la peur, et la peur continuait de chevaucher. La neige tombait fine sur les steppes, mais n'étouffait pas le son qui montait à l'horizon. Le trot de milliers de chevaux. Le sol tremblait. Les arbres semblaient s'incliner comme s'ils savaient déjà qu'une chose terrible approchait. Au cœur de la horde, Ögödei, le nouveau grand Khan, restait dans sa tente dorée, entouré de généraux, de cartes et de conseillers. Mais ce n'était pas lui qui mènerait les troupes au champ de bataille. Cet honneur ou malédiction revenait à deux noms que l'Occident n'oublierait jamais. Batu Khan et Subbotai, le stratège qui faisait saigner la terre. Le plan était simple et cruel. Deux armées. L'une viendrait du nord, balayant la Russie comme un vent de feu et de sang. L'autre surgirait du sud, par les montagnes et forêts, tranchant les royaumes slaves comme une lame invisible. Leur rencontre serait en Europe centrale. Et ainsi commença-t-il. Au lever du jour, les Mongols traversèrent le fleuve Volga. Les premières cibles furent les principautés russes, Ryazan, Kolomna, Moscou. Les murailles de pierre, les portes de fer, rien ne résista. À chaque ville conquise, il ne restait que cendres et ossements. Batu Khan, monté sur son cheval de guerre, observait les incendies d'un regard froid. Subbotai, toujours un pas en avance, dessinait des mouvements comme un joueur d'échecs, poussant ses ennemis vers des pièges invisibles. L'hiver semblait combattre aux côtés des Mongols. Les températures tombaient à des niveaux mortels. Mais pour eux, ce n'était qu'un nouveau terrain de chasse. La nouvelle de la destruction voyageait plus vite que n'importe quel cheval. Rois, tsars et princes comprenaient enfin qu'ils ne combattaient pas seulement une armée, mais un cataclysme. En Pologne, les émissaires revenaient pâles. En Hongrie, le roi Béla IV envoyait des messages désespérés à Rome. Personne ne savait où le coup tomberait en premier, car les Mongols étaient comme le vent glacial, invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Subbotai, face à ses généraux, traça la ligne finale sur la carte. Quand l'Europe se réveillera, nous serons déjà dans ses os. Et ainsi, le monde occidental commença à goûter l'apocalypse. L'aube apporta l'odeur de terre mouillée et de sang frais. Les troupes de Batu Khan avançaient comme un mur vivant de lances. À travers les champs de Pologne, des villages entiers étaient engloutis en quelques heures. Ni château, ni cathédrale, ni forêt ne pouvaient cacher ceux qui fuyaient. Subbotai, avec l'esprit d'un prédateur, orchestrant les attaques avec une précision chirurgicale. Il divisait l'armée en plusieurs détachements, chacun avançant dans des directions différentes, pour converger exactement au moment où l'ennemi croyait être en sécurité. Les premiers affrontements avec les forces européennes furent brutaux et inégaux. Armées mal entraînées, chevaliers lourds et archaïques, arquebuses qui échouaient sous l'humidité matinale. Rien de tout cela ne résistait à la vitesse, à la discipline et à la terreur psychologique de la cavalerie mongole. À la bataille de Liegnitz, les chevaliers de la chrétienté furent encerclés comme du bétail. La poussière du champ ne leur permettait même pas de voir l'ennemi avant que la flèche ne transperce leur poitrine. Quand les renforts arrivèrent,
Ils ne trouvèrent que des corps empilés. Les chroniques occidentales tentèrent d'expliquer l'horreur. Ils semblaient des fantômes montés, surgissant de la fumée. Ils ne respiraient pas comme des hommes. Ils ne saignaient pas comme des hommes. Partout où ils passaient, les Mongols laissaient des monticules de crânes empilés comme avertissement. Un nouveau langage, le langage de la peur. Les rares survivants qui parvenaient à fuir portèrent des messages au roi d'Occident. Ils arrivent et ils viennent tout détruire. Pendant ce temps, Subotai observait la carte de l'Europe, traçant de nouvelles lignes. Ses yeux, noirs comme des puits d'encre, ne reflétaient que du calcul. Batu, quant à lui, voyait tout comme un rituel de purification. Si le monde doit renaître, qu'il brûle d'abord. La moisson de sang ne faisait que commencer. Et l'ombre de la horde s'étendait toujours plus vers l'ouest. Le vent qui coupait les plaines d'Europe centrale semblait porter le son de tambours lointains. Mais ce n'étaient pas des tambours de fête, c'étaient ceux de la marche mongole. Tandis que le roi Béla IV de Hongrie envoyait des lettres désespérées au pape et au roi d'Occident, les villes frontalières tombaient une à une. Subotai, toujours invisible jusqu'au moment précis, traçait des routes à travers montagnes et forêts, encerclant les forces hongroises comme un chasseur encercle sa proie. Batu Khan, impatient, ordonnait des attaques de reconnaissance, testant les défenses ennemies. Les premières forteresses tombèrent avant même que l'armée hongroise puisse organiser une réponse. Les routes menant à Buda et Pest étaient désormais envahies de réfugiés, paysans, nobles, moines, tous fuyant l'ombre qui approchait. Et là où passait la horde, les champs devenaient déserts, cultures brûlées, puits empoisonnés, vivants traînés, et morts laissés comme avertissement. Dans les villes, la peur était une fièvre plus rapide que tout messager. Le roi Béla concentra son armée sur le champ de Mohi, près du fleuve Sajo, une position stratégique, du moins le croyait-il. De l'autre côté du champ, Subotai observait, monté sur son cheval. Ses yeux mesuraient la distance, le temps de réaction des archers ennemis, la profondeur du fleuve, le terrain boueux. « Ils croient être prêts », murmura-t-il, mais ils ne sont pas prêts à ce qui vient la nuit. Dans la nuit précédant l'affrontement, les Mongols commencèrent à déplacer leurs troupes, silencieux comme des prédateurs dans la brume. Le piège était tendu. La nuit tomba sur le champ de Mohi, mais le silence qui aurait dû apporter le repos pesait désormais d'un poids insoutenable. Du côté hongrois, les soldats se serraient autour des feux, inquiets. On entendait des prières, le cliquetis nerveux des armures, les pleurs étouffés de jeunes paysans forcés de prendre les armes. Le roi Béla IV, entouré de ses généraux, tentait d'organiser le chaos, se convainquant que le terrain et le pont sur le Sajo leur donneraient de l'avantage. Ils ignoraient que la véritable bataille avait déjà commencé. Tandis que les Hongrois reposaient, Subotai et Batu Khan déplaçaient leurs troupes comme des ombres vivantes. Une division de cavaliers traversa le fleuve durant la nuit, en silence absolu, utilisant des ponts flottants construits en secret. De l'autre côté, archers et lanciers encerclaient déjà les positions ennemies, prêts au massacre. Vers 3 heures du matin, l'enfer fut libéré. Une pluie de flèches s'abattit sur les camps hongrois, comme une averse d'acier. Les torches tombèrent et le feu s'étendit parmi les tentes. Le bruit des sabots, des cris et du métal déchirant la chair emplit la nuit. Les lourds chevaliers hongrois, pris par surprise, tentèrent de se regrouper. Mais il était trop tard. Les troupes mongoles venaient de toutes parts, par terre, par le fleuve, par les ombres. Subotai, monté sur un cheval noir, observait de loin, les yeux de prédateur. Eudi brisait les flancs, puis le centre, et enfin l'espoir, ordonna-t-il froidement. Le pont sur le Sajo, qui aurait dû être la voie de fuite des Hongrois, fut pris par les Mongols. Ceux qui tentaient de fuir furent massacrés ou jetés dans le fleuve. Au lever du soleil, le champ de Mohi était un cimetière à ciel ouvert. Les corps formaient un tapis de chair, de sang et d'acier tordu. Le roi Béla réussit à s'échapper, mais avec si peu d'hommes que la Hongrie semblait avoir été arrachée de la terre. Subotai chevaucha parmi les morts, le regard fixé vers l'ouest. « Le chemin vers l'Europe est ouvert », dit-il, et Batu Khan sourit simplement, car la véritable tempête n'avait pas encore frappé.
Les vents de l'ouest portaient plus que de la poussière. Ils portaient l'odeur de la mort. Tandis que les paysans autrichiens récoltaient les derniers fruits d'un automne précoce, une nouvelle forme d'obscurité approchait. Ni nuages, ni froid, mais l'ombre de la horde mongole. Après le massacre de Mohi, Subbotai et Batu-Khan déplacèrent leurs forces avec une précision quasi surnaturelle. Les routes commerciales furent coupées, les petites villes réduites en cendres avant que tout renfort n'arrive. Les murailles de Vienne, imposantes et anciennes, tremblaient désormais sous le poids de la peur. Le son des sabots résonnait dans les forêts alentours. Les chasseurs revenaient muets. Les messagers ne revenaient pas. Dans la ville, les cloches sonnaient sans arrêt. Femmes et enfants se cachaient dans les églises et caves. Hommes réparaient les murs à la hâte, rassemblant tout ce qui pouvait servir d'armes. Dehors, la horde s'organisait. Batu-Khan, les yeux de prédateur, observait les défenses de la ville. Il ne voyait pas de murs, seulement des obstacles à briser. Subbotai, étudiant cartes et lignes de ravitaillement, connaissait déjà le plan. Nous ferons d'eux ce que nous avons fait aux autres, casser, isoler et laisser la faim parler en premier. Les Mongols n'attaquèrent pas immédiatement. Ils préférèrent encercler, couper l'eau, détruire les champs, traquer les messagers tentant de fuir pour demander de l'aide. Pendant plusieurs nuits, les habitants de Vienne entendirent les tambours lointains et pire encore, les cris des prisonniers, traînés sur les plaines pour répandre la terreur. Pendant ce temps, Subbotai envoyait de petits détachements attaquer les villages alentours, créant le chaos qui isolerait Vienne, comme une île entourée de peur. Dans les salles du duc, les conseillers discutaient, désespérés. Devons-nous attendre des renforts de Rome? Ou devons-nous ouvrir les portes avant d'être enterrés vivants? Mais personne n'avait de réponse. La seule certitude était que l'ombre approchait. La ville de Vienne respirait en chuchotant. Chaque coin, chaque couloir, chaque tour de guet semblait entendre le même son, le silence avant la destruction. Mais le siège que les Mongols imposaient n'était pas fait de catapultes ou de béliers, c'était un siège psychologique. Subbotai connaissait l'esprit humain comme peu de généraux dans l'histoire. Il savait que la peur pouvait tuer avant la lame. Plutôt qu'attaquer directement, il ordonna un siège d'absence et de présence simultanée. Pendant des jours, les soldats viennois regardaient les champs et ne voyaient rien. Juste du brouillard, des champs vides, des arbres balançant au vent. Mais la nuit, ils voyaient des torches clignoter à l'horizon, entendèrent des chevaux bouger, des sifflements étranges et les cloches des églises des villages voisins, qui n'existaient plus, sonnant seules. Batu-Khan appelait cela le siège invisible. Dans la ville, la famine s'installa. Les réserves de grains diminuaient. Les sources d'eau furent empoisonnées ou tarirent mystérieusement. Des maladies commencèrent à se propager. Quand de petits groupes de cavaliers tentèrent de sortir chercher des vivres, ils disparaissaient. Des enfants commencèrent à rêver de cavaliers aux yeux noirs, montés sur des chevaux sans ombre. Certains se réveillaient en criant, disant avoir entendu leur propre nom chuchoter dans la nuit. Dans la salle du duc, la tension explosait. Conseillers se disputaient. Le clergé disait que la ville était maudite. D'autres juraient que c'était un châtiment de Dieu. Pendant ce temps, Subbotai, observant d'une colline lointaine, traçait la ligne finale sur la carte. Laissez-les devenir plus faibles, plus désespérés. Puis, les portes s'ouvriront par leur propre peur. Le 4e jour, les archers mongols commencèrent à tirer, mais pas des flèches ordinaires, des messages attachés aux pointes. Il n'y aura pas de demain. Il n'y a que maintenant, et maintenant, nous sommes là. Vienne, autrefois symbole de puissance et de résistance, tremblait désormais comme une bougie sur le point de s'éteindre. Le siège invisible était sur le point de devenir bien réel. À l'aube du 6e jour, le brouillard descendit comme un lourd manteau sur Vienne. Les cloches de la ville étaient silencieuses. Le son des sabots et du métal traîné fendait le brouillard comme un présage. Subbotai ordonna l'assaut. La première vague fut d'archers. Des flèches tombèrent comme une pluie noire, transperçant tours, toits et tout homme assez téméraire pour être exposé. Puis vinrent les ingénieurs mongols avec des tours mobiles et échelles improvisées.
Ils n'avaient pas besoin de grandes machines de siège. Ils utilisaient la vitesse, le nombre et la peur. Batu Khan, monté sur un cheval noir, menait la charge principale. Sa voix rauque et directe guidait la cavalerie comme une extension de sa volonté. Les murailles, déjà fragilisées par la faim et le désespoir, commencèrent à céder. Dans la ville, le chaos prit le dessus. Les rares soldats encore capables de combattre furent écrasés dans les premières heures. La population civile tenta de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Feu, cris, cendres, Subotai, entrant par les ruines de la porte principale, murmura seulement « C'était trop rapide ». Batu, le regard de prédateur, répondit « Exactement comme prévu ». Vienne tomba. Et le monde occidental comprit que la frontière entre civilisation et destruction avait cédé. Avec Vienne en ruine, les généraux se réunirent devant la carte. La cible suivante était claire, le cœur de l'Europe. Allemagne, Italie, Rome. Mais alors, quelque chose d'inattendu arriva. Un message urgent parvint de Karakorum. Ögedei Khan était mort. La nouvelle frappa la horde comme un tonnerre. Selon la loi mongole, tous les princes de sang royal, y compris Batu et Subotai, devaient retourner en Mongolie pour choisir le nouveau grand Khan. Batu hésita. Il voulait terminer le travail. Mais les traditions étaient inébranlables. Cette nuit-là, autour du feu, Subotai contempla une dernière fois la carte de l'Europe. L'Occident a été sauvé par un homme mort, dit-il, amer. Les étendards furent repliés. Les troupes organisées pour le long retour. Vienne resta silencieuse. Les villes d'Europe respirèrent, soulagées. Mais tous savaient, l'ennemi n'avait pas été vaincu, seulement interrompu. Le chemin d'os laissé derrière serait gravé dans les mémoires pendant des siècles. Et dans les couloirs sombres des cours européennes, un nom continuait de résonner comme une menace murmurée. Les Mongols reviendront. Ce n'était pas seulement de l'histoire, c'était un avertissement écrit dans le sang. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez un commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.